Bienvenue, bienvenue à tous. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La team replay, c'est pareil, n'hésitez pas, je suis disponible. Aujourd'hui, beaucoup d'informations encore, mais j'essaye de ralentir et j'essaye d'être de plus en plus organisée. Donc merci pour votre bienveillance et votre patience. On y vient, on y vient. J'ai traversé tellement de choses qu'il y a tout qui s'est... Vrouf, je vois dans mes vidéos que c'est... Donc aujourd'hui, on va structurer les choses. Si vous en êtes arrivé à un point où vous êtes épuisé, donc vous êtes peut-être comme moi, vous avez vécu un deuil, une épreuve, un choc, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a impacté. Et donc on va mettre le mot traumatisé pour comprendre que ça se joue à plusieurs niveaux et qu'on peut le voir de plusieurs façons. Je vais vous amener plusieurs outils, plusieurs clés pour bien comprendre ce qui se passe quand on vit un deuil, un trauma, un choc. Il se passe énormément de choses dont on n'a pas conscience. Et comme on est ici pour évoluer, soit on le fait en conscience et on choisit d'accompagner ça, soit on le fait inconsciemment et effectivement sans avoir les clés, ça peut être difficile, douloureux, souffrant. Et avec tous les outils que je vous partage, j'ai l'intention, je pose l'intention ici que ça devienne quelque chose de plus clair, de plus conscient et de plus, vous savez, apprendre à apprécier le chemin. Donc c'est, je pense, le travail qu'on a à faire avec le développement personnel et grâce à tous ces outils. Je voulais commencer ici par vous parler du biais de focalisation ou du biais d'attention sélective. Par exemple, quand je sors de la crémation de mon père, par exemple, je vois les pompes funèbres partout parce qu'on a été le voir aux pompes funèbres, en chambre funéraire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc pendant des mois et des mois après ça, dès que je traverse une ville ou que je vois des pubs ou quoi, mon attention est focalisée pendant des mois et des mois sur, sur, euh, sur le fait voilà, j'ai un biais de focalisation, j'ai un biais d'attention sélective qui, euh, qui est focalisé là-dessus justement sur les pompes funèbres après un deuil ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre. Par exemple, après, je suis dans le milieu de la natation, je suis maître nageur, je vais voir les publicités des piscines, je vais connecter avec tout ce qui touche à l'eau, tout ce qui a trait à la natation, etc. Ou par exemple, quelqu'un qui est dans le bâtiment va faire beaucoup plus attention aux choses du bâtiment. Quelqu'un qui est dans la décoration va être focalisé sur tout ce qui est décoratif, aménagement d'intérieur. Voilà, j'essaie de vous donner plusieurs exemples pour donc comprendre le premier aspect après un deuil, un choc, un événement, c'est qu'on a focalisé notre attention sur ce domaine précisément, sur cette chose précisément. Donc notre cerveau repère partout des signaux ou des éléments qui sont liés à cet événement. Et par exemple aussi, pour aller un peu plus loin, quelqu'un qui aurait subi un trauma peut voir des signes de danger ou de menace partout, même dans des situations neutres. Et là, c'est pour ça qu'après, je vous parle souvent dans mes vidéos du système nerveux, d'aller réguler son système nerveux. Donc ce biais montre à quel point notre esprit reste bloqué dans une expérience ou une émotion qui n'a pas été digérée. Notre esprit est bloqué dans cette expérience qui n'est pas digérée. Et un jour, à force d'années de focalisation sur peut-être la lutte, la diversité, se relever, combattre, je ne sais pas les mots que vous avez mis derrière quand vous avez vécu ce choc, ce deuil, cette épreuve. Moi, par exemple, c'était avancer coûte que coûte, un jour après l'autre, essayer simplement de se lever et de sortir de ce brouillard. Un jour vient l'épuisement, l'épuisement émotionnel, physique, l'épuisement dans tous les aspects de sa vie. Et un jour, on a envie simplement de poser les armes et et de, de sortir justement de cet état d'hypervigilance constante, de ce biais de focalisation constant pour rediriger l'attention vers la sécurité intérieure et la guérison.
C'est pour ça que j'ai appelé ce live muet après un choc, une épreuve, un deuil. Parce que quand on a épuisé toutes ses ressources dans ce biais de focalisation et qu'on veut commencer à renouer avec la sécurité intérieure et la guérison, on n'a pas les codes, on n'a pas les outils parce que on était focalisé pendant des années dans un domaine de vie. C'était la survie. Et là, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui nous appellent, mais on ne sait plus comment défocaliser. Donc c'est tout à fait normal. Et j'insiste là-dessus, quand moi j'ai commencé à faire ce chemin de guérison et de revenir à la sécurité intérieure, je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas si j'allais être comprise, je croyais que j'étais la seule à vivre de telles souffrances et que personne ne comprendrait. J'avais creusé des autoroutes neuronales tous les jours depuis des années, me disant que j'étais toute seule et que personne ne pourrait m'aider parce que c'était mon biais de focalisation qui m'a aidée à survivre. Alors pareil, il y a toujours deux pans Vous savez, il y a les deux côtés d'une même pièce. Au début, mon ego n'était pas d'accord d'aller demander de l'aide. Ça faisait pas du tout partie de mes valeurs et de ce que j'avais envie pour moi. J'avais envie de me débrouiller toute seule. Je suis la grande sœur, je suis l'aînée, Vous voyez tout un tas de croyances qui étaient là, qui m'empêchaient d'aller me connecter à quelqu'un pour demander de l'aide. Et aussi parce que le biais de focalisation du trauma me mettait dans un tel mode survie, protection, carapace, masque, que je ne savais même pas que je pouvais me relier en sécurité. Puisque depuis mon point de vue insécure, je ne voyais que de l'insécurité et du danger partout. C'est pour ça que je vous parle énormément du système nerveux. Parce au début, on pensait que je vois beaucoup ce point de vue de la génération de mes parents et peut-être vous là qui m'écoutez, de dire quand on veut, on peut. Il faut y aller au mental. Il faut se forcer un peu, ma vieille. Donc ça, c'est effectivement diriger son mindset, son mental, ses croyances vers quand je veux, je peux. Et j'y vais et je me mets en action. Ça, c'est depuis un état de sécurité intérieure très solide. Ça, c'est quand effectivement j'ai réglé mes traumas, mes blessures et que je suis véritablement en harmonie avec toutes les parts de moi et mon enfant intérieur. Ça, c'est quand j'ai conscience de mes côtés yang, j'ai une belle structure comme ça qui me dit quand on veut, on peut et tout, et que c'est en harmonie avec mon côté yin, qui a besoin de faire à son rythme, qui a besoin de s'écouter, qui a besoin de ralentir, qui a besoin de... Vous voyez, il faut les deux faces de la pièce. Et il faut que tout soit en harmonie pour qu'on soit dans un bien-être, un épanouissement le plus complet possible. Donc au début, on croyait que ça venait de nos croyances. Donc on a été élevé, on a grandi dans des environnements, je vais parler que pour moi. J'ai été élevée dans un environnement, dans des croyances où quand on veut, on peut. Jusqu'au jour où je suis bloquée dans mon canapé, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus d'énergie. Et je commence à chercher. À chercher, ça veut dire à prendre du recul. Ça veut dire à observer tout ce que j'ai mis en place pour survivre et à observer ces biais de focalisation qui sont à l'intérieur de moi et qui aujourd'hui me desservent et me prennent de l'énergie. Quand on veut, on peut m'a beaucoup servi à me lever le matin et à continuer à survivre pendant des années. Et aujourd'hui, le jour où je me réveille et que je suis épuisée et que je me fais à moitié licencier parce que cette étape de ma vie est terminée, et ça je l'ai assez vite compris et accepté, eh bien j'ai pu tout de suite rediriger mon biais de focalisation sur autre chose, trouver des solutions, comment je vais m'épanouir, à quoi m'ont servi toutes ces expériences de vie, comment aujourd'hui j'appelle plus ça des épreuves, mais des expériences, des apprentissages. Donc on croyait que ça venait des croyances, je croyais que ça venait des croyances, que j'avais qu'à me bouger les fesses. Et j'ai appris, grâce à la théorie polyvagale de Stephen Porges, que 80% des informations sont afférentes. 80% des informations viennent de mon corps et remontent à mon cerveau. Donc avant tout le trajet
vous savez, le modèle de Brooke Castillo. Croyance qui génère une pensée, qui génère une émotion, qui génère une décision, qui génère une action. Donc effectivement, ce modèle-là nous dit que tout part de nos croyances. Et bien avant ça, il me manquait la petite pièce du puzzle qui m'a dit 80% des infos, donc de ce que tu vas croire, percevoir, interpréter, va venir de ton corps. Et comme ton corps a été traumatisé, il a été impacté par ces événements douloureux, et que derrière j'ai créé une histoire souffrante, quelque chose que je ne comprenais pas en quoi ça pouvait être transmuté. Je ne comprenais pas en quoi ça n'était pas des épreuves et ça n'était pas juste. Et pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et c'est là la perte de sens, la perte de repères, la confusion mentale, les somatisations. Quand j'ai pu changer mon biais de focalisation, mettre mon attention sélective sur d'autres éléments, j'ai pu rediriger mon énergie, réorienter pour aller vers les ressources, pour m'orienter vers les ressources, pour un mieux-être. Le but du jeu ici, c'est d'être le plus épanoui, le plus équilibré possible pour multiplier les expériences de sécurité, d'amour, d'échange, de confiance. Je ne multiplie ces expériences d'amour, de sécurité, de confiance que depuis un état ventral, que depuis mon état sécure. Et c'est marrant parce qu'en miroir, par exemple, il y a cette histoire qui me vient où j'ai une collègue qui aurait pu être ma mère, qui était encore une fois quelqu'un qui était dans le mode sympathique-agressif, hein, qui était vraiment très dur avec moi, qui me renvoyait beaucoup d'adversité et de choses qui me plaisaient pas du tout, hein, de trucs négatifs et de méchanceté, quoi, au niveau de l'ego. Et en fait, c'était simplement qu'on était dans un état, moi en dorsale, elle en sympathique, où moi dans mon quotient émotionnel, à essayer de mettre mon biais de focalisation sur ce qui pouvait me faire du bien, et elle dans son quotient encore d'adversité, avoir tout comme une épreuve, un challenge, et donc avoir des adversaires partout. On ne pouvait pas communiquer dans ces états-là. Moi en dorsale, elle en sympathique, très très rarement en ventrale, et le peu de fois où on se retrouvait en ventrale, le corps est tellement plus habitué que 2 minutes après, on sent dans cette conversation-là où on s'est un peu livré que hop, tout se referme, parce que ça fait tellement peur de se relier à nouveau, on n'est plus habitué, on ne sait pas faire, donc on se referme, et par contre le mode agressif ou le mode dorsal, on sait faire, donc on reste là-dedans. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo muet après un deuil, une épreuve et tout ça. Un choc, quelque chose qui vous a marqué, impacté. C'est qu'effectivement le temps de se relever, le temps de survivre, le système, tout s'est mis en place merveilleusement pour nous garder en vie. Le système, lui, il veut notre survie. C'est archaïque, c'est Darwin, c'est biologique. On est là pour survivre, on est là pour se reproduire, on est là pour... voilà, c'est toute la biologie, toute la théorie de l'évolution. Et derrière ça, on n'avait pas conscience, je n'avais pas conscience à quel point la physiologie rentrait en jeu et impactait donc mes croyances, donc mes biais de focalisation. Donc mon attention était sélective, soit sur les pompes funèbres, soit sur les voitures qui étaient écrabouillées au bord des routes parce que ça me rappelait mon accident, soit sur les piscines et les noyades parce que j'étais en train de passer mon diplôme de maître nageur. Vous voyez, chaque étape de vie a ses biais de focalisation. Et donc, arrivé à un moment où on a vécu un panel de situations et d'expériences, on peut réellement en tirer des leçons, des apprentissages qui nous font voir, voilà, depuis quel état on voyait ça, comment on a transformé ça, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier point, c'est d'être conscient. Sinon, ça se fait inconsciemment, on n'a pas les clés et on se sent perdu, je pense. On aime bien quand même avoir un peu de contrôle et un peu pouvoir diriger ce qui se passe dans nos vies. C'est normal. Les hypersensibles, on n'aime pas trop ce mot de pouvoir, je ne l'aimais pas du tout. Mais maintenant que je comprends le leadership de soi-même, la confiance en soi, l'alignement, vous voyez, le fait d'être dans son centre,
Je ne me suis jamais tenue aussi droite, je ne me suis jamais sentie aussi forte de l'intérieur. Vous voyez, c'est simplement ça le pouvoir. C'est le pouvoir qu'on a sur soi. T'es en train de tomber. Et c'est simplement ça le pouvoir, c'est avoir la main sur les 50%. Je vous en avais parlé aussi. L'apprentissage du bonheur, le livre de Tal Ben-Shahar. On a 50%, on est à 50% soumis à nos gènes, notre environnement, notre milieu. Et à 50%, on a la main. À 50%, on peut se diriger vers des ressources. À 50%, on peut travailler sur ses biais de focalisation. À 50%, on peut faire le choix de réguler son système nerveux et de ainsi influer ses croyances depuis un état autonome, système nerveux autonome, donc c'est inconscient, c'est autonome, mais depuis un état régulé, un état confiant, un état ventral, je vais pouvoir influer mes croyances et donc en cascade mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes actions. Alors après ça, il y a une deuxième chose que je voulais vous donner ce matin, c'est de bien comprendre, de prendre conscience aussi des étapes du deuil. Soit, encore une fois, on va les vivre inconsciemment, on va pas vouloir s'y intéresser, c'est ce que moi j'ai fait, je pense, je sais pas, je ne savais pas que ça avait été... je savais même pas que j'aurais pu taper deuil et trouver des ressources, et j'étais pas là-dedans, j'étais dans mon truc du sauveur, hein, je vous en parle beaucoup. C'était très très confortable et facile d'aller aider tous les autres autour, mais de se tourner vers moi, c'était trop difficile. Donc j'avais pas encore accès à ces ressources, le temps que je règle d'autres choses. C'est pareil, voilà, ne pas se comparer, ne pas... Parce qu'on a chacun une copie, on a eu chacun une question, hein, un exercice différent à la base. La vie est un exercice personnel et unique en fonction de qui on est et comment on voit les choses. Donc à chaque fois, voilà. Pendant que je faisais pas les étapes du deuil et que j'avais pas conscience de tout ça, j'étais en train de régler autre chose. Oh là là. Est-ce que vous connaissez les étapes du deuil? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je voulais juste les reprendre rapidement pour aussi voir vos biais de confirmation, pour prendre conscience de vos biais de focalisation, de vos biais d'attention sélective, peut-être en ce moment en fonction de l'étape où vous sentez être qui vous parle le plus. Ok? Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas dans un sens précis. Ça a été modélisé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, je viens de perdre son nom. Elle est où? Elisabeth, je ne sais plus. Je vous le mettrai. Oui, Elisabeth Kubler-Ross. Donc c'est modélisé pour que le cerveau, quand on écoute quelque chose, il puisse se repérer quoi, dans le temps, dans l'espace, que ça soit concret. Mais après, c'est unique, personnel, intime, et chacun, les étapes peuvent se mélanger. On peut être à la 5e étape, revenir à la première. Voilà, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà, c'est juste pour nommer les choses, pour les conscientiser. Et c'est ça qui est compliqué parfois quand je dois dire ce que je fais, par exemple dans le coaching. C'est que bien souvent, on croit, vous voyez comme avec cette dame qui était très agressive avec moi au boulot, que je sais pas, vous allez chez un thérapeute, quelle est votre croyance quoi? Est-ce que c'est d'arriver avec des années de dossiers comme ça et de dire bon, on va prendre une feuille aujourd'hui, on va traiter un dossier, mais il y a tout ça. Voilà. Comment vous voyez les choses quand vous allez demander de l'aide? Moi, je croyais qu'il fallait livrer toute sa vie, que je verrais jamais le bout, et que c'était encore une lutte d'ego à ego, que l'autre allait me dire je sais plus de choses que toi et je vais t'infantiliser. Vous voyez, il y avait des croyances comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment d'aller voir, d'avoir quelqu'un en miroir qui va vous questionner sur êtes-vous bien sûr de ça ou quoi, comme font les psys là, pour aller te faire voir, est-ce que tu es sûr de cette croyance ou est-ce que c'est un biais de focalisation justement? C'est plus de la lutte d'ego à ego, on n'est pas là pour se échanger des points de vue, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment d'apporter des outils par rapport à là où vous en êtes
pour vous faire gagner énormément de temps à pas aller chercher partout et lire tout ce qui existe et recouper les informations, tout simplement. Donc la première phase, la première étape, alors sans les... Voilà, c'est juste modéliser pour le cerveau. Il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de... Vous prenez ce qui vous parle. Elle s'appelle le déni. Donc c'est souvent la première réaction qu'on a face à une perte. On refuse de croire ce qui vient de se passer. Donc c'est vraiment un refus d'accepter la réalité avec un sentiment d'engourdissement émotionnel. C'est un mécanisme de protection qui est là pour atténuer le choc émotionnel. Donc par exemple, c'est des phrases qui viennent comme « ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai ». Et c'est là où moi je vous parle souvent de la dissociation, où voilà, il y a cet accident de voiture, il est midi, il fait très beau, tout se passe bien, je suis en train de conduire. Je vois le monsieur qui arrive en face et qui est comme ça, mais je me dis tout le temps, les gens ils se remettent. Moi j'ai 20 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience de conduite et puis j'y vais avec le cœur comme d'hab, donc tout va bien se passer. Il commence à venir sur nous. Normalement les gens ils se réveillent d'habitude. Bref, je passe sur sa voie. Il finit carrément de venir sur la mienne, donc on allait se croiser à l'anglaise quoi. Mais au moment de se croiser, il s'est réveillé, il a bien senti qu'il y avait un truc qui allait pas, et donc il se reprend pour se remettre sur sa voie. Moi je suis là, et donc il rentre dans notre voiture avec de plein fouet donc, du côté passager, là où il y a mon petit frère, qui donc du coup, coma tout de suite, une jambe cassée, et puis moi je suis là. Et donc là c'est ça que j'appelle la dissociation, c'est pas possible quoi. La seconde d'avant, on allait bien, on venait de mettre telle musique, il fait beau. La seconde d'après, ta vie, elle est finie. Et tout de suite, cette dissociation, ce fait d'être à côté de son corps, de rien pouvoir faire, et pourtant déjà quelque chose de l'ordre que « Ah non, mais ça, je sais que ça va bien... » Enfin, je suis paniquée, mais en même temps, je sais que tout va bien. Je sais pas comment vous dire. C'était, voilà. C'est pas possible, en fait. Ça peut pas être vrai. Donc, tout va bien se passer. Donc voilà, il y a eu ça. Et il y a eu la deuxième fois 6 mois plus tard, où je suis dans ma chambre d'étudiante à La Rochelle. Et donc là, il y a ma mère et mon oncle qui entrent dans ma chambre pour m'annoncer que papa est parti. Et là, pareil, voilà, encore une fois, le corps, le système, je peux rien faire, je peux pas fuir, je peux pas me battre. Donc je me dissocie. Je suis là, mais je suis pas là. Ce n'est pas possible, ça peut pas être vrai. C'est cool d'être passé, merci, mais vous pouvez repartir. C'est improbable. Ça n'est pas possible. Mon père, non, voilà. Donc ça, c'est le déni. On refuse de croire. C'est parce que c'est impossible que le système y traite une information aussi douloureuse. Donc le corps, encore une fois, est bien fait, le système est bien fait. Je me mets à côté de ça, comme une caméra, j'observe. Et j'attends que ça passe, quoi. J'attends. Donc, phase de déni, plus ou moins... Chacun fait comme il peut, en fonction du système qu'on a, en fonction aussi des ressources qu'on a. Effectivement, si on a un système qui a été davantage traumatisé, dérégulé, eh ben, on a accès à moins de ressources. C'est là où je vous disais les 50% où on n'a pas la main, c'est nos gènes, notre milieu, tout ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et 50% derrière, on a la main quand on... Voilà, si on fait ce choix de changer de biais de focalisation. La deuxième étape, c'est la colère. C'est quand la réalité commence à être intégrée, mais la douleur provoque souvent une grande, grande colère. Cette colère peut être dirigée contre soi-même, contre les autres ou contre la situation. Donc les symptômes, c'est une irritabilité, un ressentiment et l'envie de trouver un coupable. Par exemple, je me fais licencier, j'aurais pu aller au prud'homme, j'aurais pu faire des pieds et des mains pour montrer par A plus B. J'ai fait le choix de me focaliser sur ma famille, mes ressources, ma reconstruction, parce que cette étape de ma vie était terminée dans l'adversité, la lutte, et de toute façon, j'avais plus d'énergie pour ça. Et à contrario,
une autre collègue qui s'est fait licencier et en ce moment, voilà, en train de faire ce choix des prud'hommes, de la lutte, de l'adversité. Mais derrière, au fond, pour moi, la colère et le fait de vouloir trouver des coupables et de s'en prendre à l'univers, c'est quand on est dans cette étape de la colère. Parce que pareillement, quand je suis un peu mise dehors, je dois faire ce deuil, moi, du salariat. Même si derrière, j'ai été reprise pour un super job de formatrice, voilà, vraiment, j'avais quitté une fois mon métier de maître nageur pour retourner à la fac. Je ne savais pas pourquoi. Et quelques années plus tard, la vie me dit, en fait, pourquoi? C'est que je me suis fait virer et 2 mois plus tard, j'ai eu ce coup de fil où, parce que j'ai ce diplôme de fac, on vient me chercher pour être formatrice des futurs maîtres nageurs. C'est vraiment quelque chose qui... Je vois ici un clin d'œil de la vie qui me dit, voilà, ta valeur n'est pas corrélée à ce que tu fais. Tu vois, tu peux changer, tu peux évoluer, tu peux voir les choses autrement. Vraiment, j'ai pris ça comme un beau clin d'œil, une belle... Alors, en humain, on dirait revanche, mais c'est pas vraiment ça. C'est une belle manière de me dire, t'as bien fait de, voilà, de t'accrocher, de, je sais pas encore trop le formuler, mais vous voyez l'idée de, c'est pas parce que tu connais l'histoire là du billet où le prof il piétine, il dit il a un billet de 500 euros, qu'il veut, tout le monde lève la main, il le piétine, il l'écrabouille et tout, et qu'il veut, bah toujours moi, en fait le billet, même écrasé, écrabouillé, malmené, a toujours la même valeur. Et c'est ça la beauté de l'histoire, c'est que c'est pareil pour nous. Quoi qu'il te soit arrivé, quoi qu'on t'ait fait, quoi que la vie, voilà, le trauma, les deuils, les échecs et tout, ça n'a rien changé à ta valeur. C'est ça la leçon de cette belle histoire. Donc voilà, la colère, c'est aussi quelque chose de très précieux quand on a besoin de se mettre en action, quand on a besoin de faire des démarches, quand on a besoin voilà, de faire respecter ses droits. Il y a plein de manières de le voir. Et donc, il n'y a pas de... C'est pas bien ou mal, c'est juste de prendre conscience des choses pour faire le chemin en conscience, pour se dire, ah, bah là, ça doit être ça. Et donc, voilà, je valide ce que je ressens et toujours, encore une fois, on va retomber sur l'amour de soi et l'autocompassion. C'est simplement des outils pour dire, voilà, j'ai compris tout ça, j'ai les clés, et donc je peux véritablement observer comment ça fonctionne, au lieu de le subir et d'en souffrir. Donc le déni est bénéfique parce que ça m'aide à accepter, enfin à diminuer la douleur, on vient de le dire. Et au bout d'un moment, bah, ça peut m'empêcher d'avancer, d'évoluer, de m'épanouir. Vous voyez, il y a les deux. Ça dépend où on en est, comment on voit les choses. La colère est très bénéfique pour avancer, se battre, se mettre en mouvement. C'est l'énergie du sympathique, hein, c'est fuir, se battre, voilà. Et en même temps, à un moment, la colère, ça peut être délétère quand on sent que c'est plus juste pour nous, que ça nous épuise, qu'on a envie de passer dans autre chose. C'est personnel, c'est intime, c'est... Voilà. Le troisième point, c'est le marchandage dans les étapes du deuil. C'est une étape où l'on essaye de négocier pour échapper à la douleur. On peut avoir des pensées du type «et si» ou «ah, si seulement». Donc c'est une tentative de reprendre le contrôle avec des pensées d'hypothèses ou d'alternatives. Et cela permet d'évacuer temporairement l'impuissance face à la perte. Si j'avais fait ceci ou cela, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Donc là, par exemple, avec mon histoire, je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai revécu l'accident en essayant de tourner le volant, en essayant de partir plus tard, en essayant de partir plus tôt, en essayant de faire une pause pour manger, en essayant... Vous voyez? Donc ça c'est l'étape du marchandage. C'est... Voilà. Le but ici, vous voyez, c'est d'évacuer temporairement les émotions, l'impuissance, la culpabilité, tout ce qui est bloqué là et qui est, on appelle ça les émotions basses. Ça nous fait vibrer bas, ça nous enferme dans des circuits d'insécurité et de danger. Ça nous coupe de nos ressources. Donc l'enjeu ici, c'est de visualiser ça, de comprendre ça,
pour avoir les clés pour aller changer son biais d'attention, pour aller voir où est-ce que c'est délétère pour moi, où est-ce que ça me sert. Il n'est pas question de dire c'est bien, c'est mal, de juger ou d'infantiliser ou de dire que souvent les personnes que j'accompagne mettent beaucoup de temps à faire confiance. Et moi je suis comme ça aussi quand j'ai dû choisir quelqu'un pour me faire accompagner. Parce que l'insécurité on connaît. Mais alors quelqu'un d'ouvert, de gentil, de disponible et qui a compris, ça fait bizarre. Donc voilà. Le quatrième point, c'est la dépression. La perte est pleinement reconnue ici, et ce qui provoque une tristesse profonde et parfois un sentiment de vide. C'est une phase d'intériorisation où l'énergie baisse. Une perte d'intérêt pour les activités, de la fatigue, des pleurs fréquents et un sentiment d'abandon. C'est un passage inévitable pour commencer à faire son deuil émotionnellement. Et les phrases ici, ce serait de se dire à quoi bon continuer maintenant. Vous pouvez aussi le voir chez les autres personnes quand vous parlez à des gens. Vous pouvez voir leur biais de focalisation, vous pouvez voir les étapes du deuil. Et c'est pas forcément perdre quelqu'un. Je vous l'ai dit, moi je vois des deuils un peu partout. Le deuil, ça peut être perdre son emploi, perdre son étiquette vous savez, de ce qui a marqué sur sa fiche de poste. Hein. Il y en a qui sont très très attachés à ce qui a marqué sur leur fiche de poste et à leurs étiquettes, à leurs titres. Ça peut être le deuil d'une maison quand on doit changer de maison, le deuil vous savez, les enfants qui partent de la maison, le deuil de sa vie de salarié, d'épouse, de femme, et puis de cette nouveauté-là de passer à la retraite, de cette nouvelle vie qui commence. En fait, on a plein de deuils à faire au cours de nos vies, et si on n'en a pas conscience, 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment, on se dit mais c'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi, et effectivement, on subit ces stades, on sait plus où on en est, et on a l'impression d'avoir des montagnes de dossiers à régler, quoi. J'ai vécu toutes ces petits deuils à travers les tranches de vie qu'on partageait au bord du bassin. Je vous en ai parlé aussi un peu. Quand j'étais maître nageur, les gens ils viennent, et surtout à moi, hein, qui était voilà, très demandeuse aussi de plus de profondeur, de connaître vraiment les gens dans leur histoire, de partager des tranches de vie, des histoires d'humain à humain. Voilà, j'ai vécu toutes ces mini-deuils avec eux, en rencontrant des histoires, en écoutant les gens. Et il y a un monsieur, une fois, qui arrive au cours de natation, qui avait la larme à l'œil parce que sa fille était partie étudier dans une autre ville, donc partie de la maison. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce que j'ai senti, j'ai dit, ah, ça va aller, comme tout le monde nous fait là. Et en fait, non, c'est juste, je comprends et je vois à quel point t'es triste et c'est normal en gros. On passe jamais par la case c'est normal, je comprends. Je ne passais jamais par cette case parce que moi-même je ne le faisais pas pour moi, donc je ne pouvais pas l'offrir à l'autre. C'est pour ça qu'aussi je vous parle des moyens de se connecter à soi avec l'EFT, avec la régulation du système nerveux, avec venir guérir l'enfant intérieur, etc. Pour avoir une plus belle connexion à soi, on va offrir une plus belle connexion à l'autre. Plus je suis disponible émotionnellement pour moi, plus je suis disponible pour les autres. Plus je suis dans la clarté par rapport à moi-même, mes intentions, mes valeurs, mes croyances, plus je vais pouvoir délivrer des messages clairs. Et c'est comme ça, en gros, que je contribue sans m'épuiser. C'est en étant qui je suis, ça va rayonner sur mon entourage et les choses se mettent à bouger autour. Et avant, j'avais tendance à dire, comme mon père faisait, hein, on va donner des conseils, on va dire ce qu'il faut faire. Et ça fonctionne beaucoup moins que d'incarner et de montrer la voie. C'est là où un jour j'avais mis ça, c'est passer de tout faire pour tout le monde à s'épuiser à être qui je suis et montrer la voie en étant. Tout se passe dans l'être. C'est des vibrations, c'est de l'énergie, ça se passe à un autre niveau que dans les mots. Je suis partie loin,
On était donc sur la dépression. Et puis la dernière phase, c'est l'acceptation. C'est l'étape où l'on intègre pleinement la perte, même si la douleur persiste. On commence à aller de l'avant en trouvant de nouveaux repères ou en reconstruisant sa vie. Symptômes, plus de paix intérieure, acceptation de la réalité, début de la reconstruction. On finit par rétablir un équilibre émotionnel et un sens à la vie malgré la perte. Exemple de pensée, c'est difficile mais je vais trouver un moyen de continuer. La nature du processus est non linéaire. Ces étapes ne sont pas toujours vécues dans cet ordre précis et peuvent être revisitées à plusieurs reprises. On peut passer de la 4, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 2, 5, ok. Certaines personnes peuvent même sauter de certaines étapes. L'essentiel est de respecter son propre rythme et de se montrer bienveillant envers soi-même tout au long du processus. Donc on en revient aux racines de ce que je veux vous transmettre à chaque fois, amour et autocompassion. Dialogue intérieur. Qui dit dialogue intérieur sécure dit système nerveux régulé. C'est pas quand on veut, on peut. On l'a vu. C'est quand je suis dans une physiologie sécure, mon corps va m'envoyer des informations sécures. Et là, je vais pouvoir après voir les choses depuis un point de vue plus neutre, plus objectif, qui me fasse du bien en tout cas. Donc aujourd'hui, on a vu pourquoi c'est important d'avoir conscience de ces biais de focalisation ou de ces biais d'attention sélective pour voir ce qui nous a servi et ce qui nous dessert peut-être quand on en vient à être épuisé, à s'isoler, à plus pouvoir se connecter à des gens ou même à soi-même. Voilà, voir ce qui se passe par rapport à nos biais, à notre attention sélective. Est-ce que tu viens d'acheter une voiture et tu vois la même voiture partout? Ou est-ce que tu es dans une des étapes du deuil qu'on vient de citer et donc tu vois de la colère partout? Peut-être que voilà, moi j'ai vu cette colère chez cette collègue qui en fait me renvoyait ma propre colère que je n'arrivais pas à exprimer. Coucou, bienvenue. Je te laisserai revoir le début, on est bientôt à la fin. Donc on vient de parler d'observer ces biais de focalisation et ces biais d'attention sélective pour prendre conscience de ce qu'on a mis en place pour survivre. Et puis à un moment, si on arrive à être épuisé, fatigué ou qu'on est lassé de vivre comme ça, arriver à rediriger ces biais de confirmation, son biais de focalisation sur autre chose. Et là, je disais par exemple, si tu viens d'acheter une voiture bleue, tu vois des voitures bleues partout peut-être. Et si tu es comme moi, voilà, tu as eu des mots avec quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui exprime un truc qui te fait souffrir, est-ce que ça vient résonner avec quelque chose qui est en toi, qui n'arrive pas à s'exprimer? Parce que pour moi, par exemple, être en colère, c'est mal. J'avais pas le droit d'être en colère, j'avais pas du tout le droit d'exprimer cette émotion. Donc j'ai refoulé ça et les gens qui sont en colère autour de moi, je trouvais ça vraiment très mal. Et puis maintenant, j'ai pu retravailler, revisiter cette croyance et donc ce biais d'attention. Donc je te laisse revoir tout ça depuis le début. On a vu aussi les étapes du deuil aujourd'hui. Donc voilà, ça aide à prendre conscience de là où j'en suis pour faire le chemin en conscience et ne plus le subir et retrouver de l'énergie, retrouver de la sérénité. On est ici pour évoluer, pour avancer. Et donc soit ça se fait en conscience, soit ça se fait inconsciemment. Et donc je disais que moi j'aimais bien vous donner tous ces outils pour mettre de la conscience sur les choses et pour faire un chemin qui soit le plus serein possible, le plus doux possible. Et donc on en était arrivé à la finalité que tout est question d'amour et d'autocompassion. À chaque fois, je finis mes lives là-dessus, hein, on revient là. Et donc de dire que depuis un espace sécure, j'arrive à beaucoup plus m'amener cet amour, cette autocompassion, mais depuis un système traumatisé, un système dérégulé, un système qui voit du danger partout, j'ai beaucoup plus de mal à voir de l'amour et de la compassion partout puisque je suis en train de valider partout. Mon cerveau cherche des informations
à cause de ce biais de confirmation du danger, du stress, du trauma. Je vais voir du trauma partout, je vais voir les pompes funèbres partout, je disais au début de la vidéo, je vais être que là-dedans. Donc depuis un espace plus régulé, un système plus sécure, je vais pouvoir... Donc on l'a vu, c'est 80% des infos qui viennent du corps jusqu'au cerveau. Je vais pouvoir rediriger mon attention sur des choses, des éléments, des ressources de sécurité, d'amour, depuis un espace plus sécure. Si je reste dans un système dérégulé, stressé, en danger, je vais voir plus de ça tout autour de moi. Je te laisse revoir toute la vidéo, j'étais en train de terminer là. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, ici ou en MP. Et moi, je vous retrouve pas la semaine prochaine, je pense pas que je suis là la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on reprend les lives. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous.